Le monde traverse, en ce début du mois d'avril 2026, une période d'une gravité que peu d'analystes auraient osé anticiper il y a encore quelques semaines. Ce qui se joue aujourd'hui entre les États-Unis, l'Iran et Israël dépasse largement le cadre d'un simple bras de fer régional. Ce qui se dessine, c'est une reconfiguration profonde des équilibres mondiaux, avec des conséquences qui pourraient s'étendre sur des décennies. Un expert américain reconnu ancien officier de renseignement du corps des marines et ancien inspecteur en armement pour le compte des Nations Unies a livré une analyse fouillée et sans concession de la situation. Ces propos, que nous allons décortiquer tout au long de cette vidéo, offrent un éclairage rare, nourri de décennies d'expérience au cœur des rouages sécuritaires américains. Nous vous proposons aujourd'hui de traverser ensemble les grandes lignes de cette analyse en les enrichissant de faits historiques et de contextes géopolitiques, dans le respect de notre ligne éditoriale, comprendre le monde tel qu'il est, avec rigueur et équilibre. Quand un président des États-Unis évoque publiquement sur les réseaux sociaux la possibilité d'anéantir une civilisation entière de 90 millions d'habitants, on entre dans un territoire que l'histoire diplomatique contemporaine n'avait encore jamais cartographié. L'expert que nous suivons aujourd'hui est catégorique à ce sujet. De telles déclarations ne peuvent être interprétées comme de simples tactiques de négociation. Elles traduisent, selon lui, une rupture profonde avec les normes du droit international et de la raison d'État. Pour comprendre la gravité de la situation, il faut remonter à Nuremberg. En 1945 et 1946, le juge Robert Jackson, procureur en chef américain lors des procès des criminels de guerre nazis, avait posé un principe fondateur. La guerre d'agression est le crime de guerre ultime, parce que tous les autres crimes en découlent. Cette doctrine, inscrite dans la Charte de Londres et dans les statuts du Tribunal militaire international, est depuis lors l'ossature du droit international humanitaire. Ce qui est décrit aujourd'hui par cet expert comme une guerre d'agression illégale contre l'Iran s'inscrit précisément dans cette catégorie. Et lorsque s'y ajoutent des menaces de destruction massive d'une population civile entière, on entre dans la définition juridique du génocide tel que codifié par la Convention de l'ONU de 1948. L'expert souligne un autre élément d'une gravité considérable, l'évocation, par le vice-président américain lui-même, d'outils qui n'ont pas encore été utilisés dans ce conflit. Le sous-entendu est clair pour tout observateur averti, il s'agit d'une allusion à la capacité nucléaire américaine. Une telle posture viole plusieurs principes fondamentaux du droit international humanitaire. D'abord, le principe de distinction. Tout planificateur militaire est tenu de distinguer entre cibles civiles et cibles militaires. Les armes nucléaires, par leur nature même, sont dans l'incapacité de respecter cette distinction. Ensuite, le principe de proportionnalité. En quoi la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran constituerait-elle une menace proportionnelle à une annihilation nucléaire? La réponse est en rien. Il faut rappeler ici que le détroit d'Ormuz est un point de passage stratégique par lequel transitent, en temps normal, entre 20 et 30% des exportations mondiales de pétrole. L'Iran, qui possède une longue côte sur ce détroit, dispose légalement, en vertu du droit maritime international, de droits souverains sur ses eaux territoriales. La question du contrôle de ce détroit est donc avant tout une question de droit international, non une justification à une guerre d'extermination. L'analyse pointe également l'absence quasi totale de réaction de la part des institutions américaines censées faire contrepoids au pouvoir exécutif. Le Congrès reste largement silencieux, le cabinet présidentiel ne semble pas en mesure d'imposer des garde-fous, l'état-major militaire, pourtant tenu par ses propres règlements de refuser tout ordre manifestement illégal, notamment lié à des crimes de guerre, ne s'est pas encore exprimé publiquement. C'est précisément ce vide institutionnel qui est au cœur de l'inquiétude exprimée par l'expert. Dans un système démocratique fondé sur la séparation des pouvoirs, la concentration d'une telle puissance rhétorique et décisionnelle entre les mains d'un seul homme, sans contrepoids effectif, représente une dérive grave. L'invocation du 25e amendement de la Constitution américaine, qui permet de destituer un président jugé inapte
à exercer ses fonctions, est évoqué par quelques voix isolées au Congrès, mais reste sans écho majoritaire. La situation s'est brusquement tendue après l'échec d'une opération militaire américaine en territoire iranien. L'expert, fort de son expérience au sein des forces spéciales américaines, offre une lecture particulièrement instructive de cet épisode. 2 appareils de type MC-130, des avions de transport de forces spéciales, ont été déployés avec, à leur bord, des hélicoptères d'assaut légers. Cette configuration est connue dans le jargon militaire américain comme une structure de force César, ce qui signifie Combat, Search and Rescue, autrement dit recherche et sauvetage en zone de combat. Des exercices similaires ont été menés publiquement, notamment en mai 2023 dans le Wyoming, dans le cadre d'un entraînement baptisé Agile Chariot. Mais voilà où l'analyse devient particulièrement éclairante. La composition des unités à bord ne correspond pas à un profil de sauvetage. Parmi les forces embarquées figuraient des éléments de la SEAL Team 6 et de la Delta Force. Ces unités d'élite de niveau 1 ne sont pas spécialisées dans le sauvetage de combat, elles sont en revanche spécialement entraînées pour une mission très précise, la saisie et la sécurisation de matériaux nucléaires. Ce qui signifie qu'il s'agissait d'une force opérationnelle conjointe d'opérations spéciales, dont les ordres de mission émanent directement de l'autorité de commandement nationale et non d'un commandement régional. Des éléments troublants ont été retrouvés parmi les débris de l'opération, des badges d'identité, appartenant à des personnels ayant une expertise nucléaire. Cette découverte, croisée avec la composition des unités et les déclarations du président américain, évoquant un équipement destiné à descendre dans une montagne, permet à l'expert de reconstituer le scénario probable. La cible vraisemblable était le complexe souterrain situé dans la région d'Isfahan, en Iran central. Isfahan est l'une des villes les plus importantes du programme nucléaire iranien. Elle abrite notamment des installations d'enrichissement de l'uranium et, selon les services de renseignement occidentaux, des tunnels profondément enfouis dans la roche. L'objectif présumé de la mission, localiser et saisir des cylindres d'hexafluorure d'uranium, la forme chimique de l'uranium, utilisée dans les centrifugeuses d'enrichissement. Le plan opérationnel reconstituable par l'expert prévoyait une sécurisation d'aérodromes, suivie d'une opération de plusieurs heures, voire plusieurs jours, pour violer un puits d'aération du complexe souterrain et en extraire les matériaux visés. C'était, en d'autres termes, une mission de saisie nucléaire de grande envergure, dissimulée derrière l'habillage d'une opération de sauvetage. Mais comment les Iraniens ont-ils pu se préparer à une telle opération ? La réponse est à chercher du côté de Washington lui-même. La directrice du renseignement national américain avait déclaré publiquement devant le Congrès que les États-Unis avaient une bonne idée de l'emplacement des stocks d'uranium iraniens. Quelques jours plus tard, un grand quotidien financier américain publiait les grandes lignes du plan. Saisie d'aérodromes, opération de plusieurs jours, récupération de l'uranium. Pour un planificateur iranien, ces informations sont un cadeau inestimable. En une semaine, 2 sources publiques américaines avaient exposé l'intention, la cible probable et la méthode opérationnelle. Il suffit dès lors d'identifier les aérodromes accessibles dans le périmètre d'Isfahan et de les défendre en conséquence. L'expert est sévère dans son jugement. Une telle compromission opérationnelle est stupéfiante dans son ampleur. Une mission secrète ne peut réussir que si elle reste secrète. Ici, les 2 conditions nécessaires à la réussite, la surprise et la discrétion, ont été sabordées avant même le décollage des appareils. L'un des 2 MC-130 s'est enlisé sur la piste, vraisemblablement surchargé au-delà de ses capacités. Le second aurait, selon les indices disponibles, subi des dommages provoqués par les défenses anti-aériennes iraniennes. Les équipages et les forces spéciales ont dû abandonner leurs missions et leurs appareils. Depuis le début de ce conflit, l'Iran a adopté une doctrine que les spécialistes appellent la maîtrise de l'escalade. Ce qui signifie que Téhéran répond systématiquement aux frappes subies avec une intensité calibrée pour être suffisamment dissuasive sans franchir le seuil d'une escalade non désirée. Un exemple concret a été cité par l'expert après des frappes israélo-américaines sur des installations chimiques iraniennes. Téhéran a répondu en ciblant les usines de la société Sabic,
géant pétrochimique saoudien, dans la péninsule arabique. Ces installations produisent des dérivés pétrochimiques essentiels à de nombreuses industries mondiales. Leur mise hors service a eu des répercussions immédiates sur les marchés mondiaux des matières premières. Cette approche démontre que l'Iran dispose d'une palette d'options stratégiques bien plus large que ce que ses adversaires semblaient anticiper. La capacité iranienne à frapper des infrastructures économiques critiques dans des États tiers constitue un levier de pression redoutable qui dépasse largement la simple confrontation bilatérale. L'expert évoque un scénario extrême, mais techniquement réaliste. Si les États-Unis devaient recourir à des armes capables d'effacer une civilisation, l'Iran se verrait contraint, pour des raisons de survie existentielle, d'éliminer les usines de dessalement d'eau potable dans les États du Golfe et en Israël. Ce scénario mérite d'être contextualisé. Israël, par exemple, produit aujourd'hui plus de 80% de son eau potable domestique par dessalement. Les Émirats arabes unis et le Koweït sont dans une situation similaire. Sans eau dessalée, ces États ne peuvent tout simplement pas survivre. Contrairement à d'autres infrastructures qui peuvent être reconstruites en quelques mois ou quelques années, une pénurie d'eau se transforme en catastrophe humanitaire en quelques jours. L'expert précise néanmoins que cette option ne signifie pas le recours à des armes nucléaires de la part de l'Iran. Il s'agit d'une capacité conventionnelle missiles balistiques et drones de précision que les forces armées iraniennes ont démontré à plusieurs reprises ces dernières années. La portée politique de cette option est précisément sa réversibilité. Elle est assez grave pour constituer une dissuasion crédible, mais pas irréversible au point d'entraîner une guerre thermonucléaire mondiale. Le détroit d'Ormuz, rappelons-le, est le passage maritime le plus stratégique au monde pour les hydrocarbures. Selon les données de l'Agence internationale de l'énergie, environ 20% de la demande mondiale de pétrole transite par ce couloir de 55 km de large dans sa partie la plus étroite. Sa fermeture prolongée, que l'Iran a la capacité de maintenir par des mines, des missiles côtiers et ses forces navales, aurait des effets dévastateurs sur les économies importatrices d'énergie. La Corée du Sud importe environ 70% de son pétrole du Moyen-Orient. Le Japon, environ 85%. L'Europe, déjà fragilisée par la rupture de ses approvisionnements en gaz russe depuis 2022, ne disposerait d'aucune alternative immédiate. C'est précisément ce levier économique systémique qui rend la position iranienne si difficile à contourner par la seule force militaire. La Russie et la Chine ont jusqu'à présent maintenu une posture pragmatique, vis à vis des États-Unis, cherchant à préserver des canaux de dialogue malgré les tensions croissantes. Moscou et Pékin ont de bonnes raisons de ne pas vouloir une rupture totale. Leurs économies restent partiellement interconnectées avec le système financier occidental et une guerre mondiale n'est dans l'intérêt de personne. Mais l'expert identifie clairement un point de bascule. L'usage d'armes nucléaires contre un État non nucléaire constituerait une ligne rouge absolue. Si cette ligne devait être franchie, les règles du jeu changeraient radicalement. La Russie et la Chine seraient placées devant une alternative simple, accepter un précédent qui légitimerait l'usage préemptif d'armes nucléaires par n'importe quelle puissance, ou répondre avec une fermeté qui prendrait la forme d'une confrontation directe avec Washington. Du point de vue de monde multipolaire, ce scénario illustre exactement ce que notre chaîne analyse depuis ses débuts. La transition vers un ordre mondial multipolaire ne se fera pas sans heurts. La résistance des puissances qui refusent l'unilatéralisme américain, qu'il s'agisse de la Russie, de la Chine, de l'Iran ou d'autres acteurs régionaux, est une réalité géopolitique structurelle, non un accident conjoncturel. L'expert est particulièrement sévère envers l'Europe dans cette analyse. Il observe que le continent européen s'est progressivement vidé de tout levier d'influence réel sur la scène mondiale. Ses économies sont fragilisées par des années de dépendance énergétique mal gérée. Son poids diplomatique est réduit par l'absence d'une politique étrangère commune et cohérente. Et ses positions morales sont discréditées par ses propres incohérences, notamment le soutien à certaines opérations militaires contre des infrastructures civiles dans d'autres conflits, en contradiction flagrante avec les principes qu'elle prétend défendre. La Russie, de son côté, a diversifié ses débouchés énergétiques avec une rapidité remarquable depuis 2022.
Des contrats à long terme ont été signés avec l'Inde, la Chine, la Turquie et de nombreux pays du Sud global. Si l'Europe souhaitait revenir à l'énergie russe pour se prémunir contre les effets de la crise iranienne sur ses approvisionnements, elle pourrait se heurter à un refus de Moscou ou à des conditions bien moins favorables qu'auparavant. C'est le prix de l'imprudence stratégique. En Asie orientale, les conséquences sont déjà tangibles. Le Japon et la Corée du Sud envisagent des mesures de rationnement énergétique. Ces alliés traditionnels des États-Unis voient leur confiance dans la fiabilité de Washington s'éroder rapidement. La perception que les États-Unis, en déstabilisant délibérément la région du Golfe, infligent des dommages économiques graves à leurs propres alliés asiatiques pourrait accélérer des réévaluations stratégiques de grande ampleur. L'expert est sans ambiguïté sur les limites de l'option militaire américaine. Les États-Unis ne disposent pas, dans la région, de la structure de force nécessaire pour mener une opération terrestre victorieuse et durable contre l'Iran. Une saisie de l'île de Karg, terminal pétrolier, majeur situé dans le golfe Persique, pourrait certes être techniquement réalisable pour les unités d'assaut amphibies du corps des marines. Mais tenir cette position face aux frappes continues de missiles et de drones iraniens depuis le continent s'avérerait rapidement insoutenable. De plus, la perte de l'île de Karg n'éliminerait pas la capacité pétrolière iranienne. Avec l'assistance technique et logistique de la Chine, l'Iran pourrait développer de nouveaux terminaux dans ses ports du sud, comme Bandar Abbas ou Chabahar, sur la côte de la mer d'Oman. Ce qui signifie que même un succès tactique américain ne se traduirait pas en avantage stratégique durable. L'expert esquisse les grandes lignes d'une sortie de crise diplomatique. L'Iran serait prêt à accepter un accord sur son programme nucléaire, sous garanties internationales renforcées, à condition d'être reconnu comme un acteur légitime de la communauté internationale et de voir les sanctions levées de manière vérifiable et irréversible. Du côté américain, une telle sortie nécessite de proposer un mécanisme de réparation indirect mais concret. L'expert suggère un système de péage contrôlé sur le passage du détroit d'Ormuz dont les revenus serviraient à financer la reconstruction de l'Iran selon un calendrier convenu et sous supervision internationale. Une fois le montant des réparations atteint, le contrôle du détroit reviendrait à un régime international multilatéral. Ce type d'accord, bien que complexe à négocier, présente l'avantage de donner à chaque partie une victoire présentable à son opinion publique. L'Iran obtiendrait la reconnaissance de ses droits souverains et des compensations pour les destructions subies. Les États-Unis pourraient se prévaloir d'avoir mis fin au potentiel nucléaire militaire iranien et d'avoir rouvert les voies maritimes. C'est la logique de la diplomatie, non pas la victoire totale de l'un sur l'autre, mais un équilibre négocié acceptable pour les deux. L'expert adresse aussi un message nuancé à l'Iran. Si Téhéran jouit d'une position militaire et stratégique plus solide qu'on ne l'imaginait il y a encore quelques années, cela ne signifie pas que toutes les options lui sont ouvertes sans coût. Pousser les États-Unis dans leur dernier retranchement en les humiliant sur le plan militaire, sans leur offrir de porte de sortie honorable, pourrait déclencher des réactions imprévisibles et potentiellement catastrophiques. La victoire à la Pyrrhus, du nom du roi d'Épire qui battit les Romains au IIIe siècle avant notre ère à un prix si élevé qu'il ne put en tirer aucun bénéfice durable, est le risque principal identifié par l'expert. L'Iran a souffert pendant 5 décennies de sanctions économiques, de pression diplomatique et de sabotage. L'opportunité de mettre fin à cette situation est là. La saisir avec sagesse signifie savoir s'arrêter à temps, avant que le conflit ne franchisse un seuil d'où il n'y a pas de retour. En septembre 2023, lors du sommet du G20 à New Delhi, le président américain Joe Biden avait annoncé le lancement d'un projet ambitieux, le corridor économique Inde moyen Orient-Europe. Ce corridor devait relier l'Inde au marché européen en passant par les pays du Golfe et Israël, créant ainsi une nouvelle route commerciale majeure du XXIe siècle. À l'époque, le Premier ministre israélien avait salué cet accord comme le jour le plus important de l'histoire israélienne moderne. Et pour cause, ce corridor
positionner Israël comme plaque tournante économique incontournable d'une région en pleine recomposition. Il représentait la concrétisation des accords d'Abraham de 2020 qui avaient normalisé les relations diplomatiques entre Israël et plusieurs États arabes du Golfe. Tout ce projet est aujourd'hui mort-né. Aucun État arabe ne peut s'associer économiquement avec Israël dans le contexte actuel. Les investissements étrangers en Israël se sont taris, les entreprises internationales ont suspendu leurs opérations dans le pays. L'économie israélienne, selon les données disponibles, tourne au ralenti sous les effets combinés du conflit, de l'émigration de capitaux et de cerveaux, et de l'isolement diplomatique croissant. L'expert soulève une question fondamentale, souvent négligée dans les analyses stratégiques, la viabilité à long terme d'Israël en tant qu'État. Israël est l'un des pays les plus dépendants au monde du dessalement d'eau potable. Si ces infrastructures devaient être détruites ou gravement endommagées, le pays se retrouverait confronté à une crise hydrique aiguë en quelques jours. Dans ce scénario extrême, une partie significative de la population israélienne, notamment ceux qui disposent de nationalité étrangère, ce qui représente plusieurs millions de personnes, pourraient choisir de quitter le pays. Ce phénomène n'est pas théorique. Des enquêtes d'opinion réalisées en Israël depuis 2023 montrent une augmentation marquée des demandes de passeports de pays tiers et des déclarations d'intention d'émigration. L'expert conclut sur un constat douloureux mais lucide. Israël a cherché à utiliser la puissance américaine pour éliminer définitivement la menace iranienne. Il a obtenu l'engagement militaire de Washington, mais le résultat n'est pas celui qu'il espérait. L'Iran n'est pas éliminé. Les États-Unis cherchent une sortie et Israël se retrouve plus isolé, plus vulnérable et plus dépendant que jamais, sans perspective économique crédible et sans partenaires régionaux prêts à investir à ses côtés. Ce que nous venons d'analyser ensemble, c'est une crise d'une ampleur historique dont les ramifications s'étendent bien au-delà du Moyen-Orient. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est la crédibilité même de l'ordre international fondé sur le droit, la souveraineté des nations et la prohibition de la guerre d'agression. La transition vers un monde multipolaire que nous suivons sur cette chaîne depuis ses débuts n'est pas un slogan idéologique, c'est une réalité géopolitique en cours de construction, portée par des acteurs comme la Russie, la Chine, l'Iran, l'Inde et de nombreux pays du Sud global qui refusent de voir leur destin dicté par une puissance unique agissant hors de tout cadre juridique international. Les prochaines semaines seront décisives. La fenêtre diplomatique reste ouverte, mais elle se rétrécit à mesure que les déclarations s'enflamment et que les opérations militaires se succèdent. La sagesse de tous les acteurs impliqués sera de ne pas laisser refermer cette fenêtre avant qu'un accord digne de ce nom ne soit trouvé. Nous continuerons à vous informer sur l'évolution de la situation avec la rigueur et l'équilibre que vous attendez de monde multipolaire. Si cette analyse vous a été utile, partagez-la autour de vous et à très bientôt.